pérenniser dans vos organisations des formats de télétravail, il y a vraiment une incitation de passer par une structuration collective. Donc, dès lors que vous avez des délégués syndicaux, on a même l'obligation vraiment d'ouvrir un champ de négociation avec eux sur la mise en place, la pérennisation du télétravail. Mais même lorsqu'on n'a pas de délégués syndicaux, on est invité vraiment à essayer d'aborder d'abord la démarche sur un plan collectif avec un document qui va structurer juridiquement le déploiement du télétravail. Donc, ça peut être un accord collectif, puisque depuis les ordonnances Macron de 2017, même si on n'a pas de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, il y a une multitude d'outils en fonction des tailles d'entreprise qui aujourd'hui sont offerts pour négocier un accord avec son CSE, par une voie d'approbation directe des salariés dans les plus petites structures. Donc, on a vraiment, dans toutes les entreprises aujourd'hui, la possibilité d'avoir un accord. Donc, ça, c'est une première possibilité qui nous est offerte en tant qu'employeur. Et puis, la seconde, c'est d'adopter un document collectif, mais là, vraiment beaucoup plus sur votre main, c'est-à-dire une charte télétravail dans laquelle on va, en tant qu'employeur, prendre ses responsabilités de structurer collectivement cette démarche de passage au télétravail qu'on va mettre en place après avis de son CSE. Ça, c'est vraiment une étape sur laquelle on va revenir en termes de contenu, où on donne une structure globale et ensuite, bien entendu, la bascule en télétravail de tel ou tel salarié suppose l'accord du salarié, tout comme de l'employeur. On dit que c'est un principe de double volontariat. Un salarié ne vous impose pas de passer en télétravail, mais à l'inverse, vous ne pouvez pas non plus imposer le passage en télétravail, qui est considéré comme une modification contractuelle. Donc, on a un niveau ensuite individuel. Ce niveau individuel peut aussi être le seul niveau auquel on traite le télétravail, parce qu'avoir un accord ou une charte, on y est incité, ça a beaucoup de vertus en termes d'information, de structuration du chantier, mais ce n'est pas un point de passage aujourd'hui juridiquement obligé. On peut aussi éventuellement choisir de ne structurer que par des accords individuels avec les salariés. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'on a ce qui est dans ce code, la structuration juridique de comment je vais mettre en place le télétravail, mais bien sûr, en parallèle, le fait de mettre en place le télétravail va nous obliger à mettre à jour, compléter, revoir un certain nombre d'autres documents supports qu'on a dans le cadre social, notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels, puisqu'on va devoir ouvrir une section spécifique dans laquelle on présente notre démarche d'évaluation et de prévention des risques liés au télétravail, de mettre à jour notre politique RGPD ou notre charte informatique, on va y revenir tout à l'heure, aussi sur ces aspects plus spécifiques liés aux situations de télétravail. La structuration au niveau collectif par la charte ou l'accord, on a un certain nombre de points qui sont vraiment obligatoires en termes de contenu. Donc là, on vous les a listés de façon précise sur le slide. Le premier point essentiel, c'est vraiment, et c'est qu'au cœur de l'idée de structurer collectivement le recours au télétravail, c'est bien sûr la définition de quels postes sont télétravaillables, quels postes ne sont pas télétravaillables, et de pouvoir définir pour les postes qui sont télétravaillables, dans quelle mesure, sur quel format de jours, de rythme de télétravail cela est envisageable, et aussi de pouvoir décrire les éventuelles limites, situations dans lesquelles temporairement, par exemple, le télétravail ne serait pas possible, des exigences dans un certain nombre de situations de présence sur site. Donc, faire tout ce travail vraiment très fin de description dans nos différents services, sur nos différents postes, des éligibilités et des conditions dans lesquelles on va télétravailler sur tel ou tel site qui, par nature, vont être différentes. On est dans l'obligation, dans notre accord ou dans notre charte également, d'aborder des situations particulières. On doit forcément décrire les conditions dans lesquelles on va basculer en télétravail dans l'hypothèse où il y a des épisodes de pollution particulière. Et puis, on doit vraiment apporter un regard particulier à la situation des travailleurs handicapés et aux conditions dans lesquelles
plus particulièrement, on peut accompagner ces travailleurs dans une bascule pour eux également en format télétravail. Hein. Donc, on est incité à vraiment avoir une réflexion spécifique sur les travailleurs handicapés. Ensuite, au cœur de l'accord, on retrouve bien sûr les conditions dans lesquelles on va gérer proposition, acceptation par le salarié de ce télétravail. C'est un point important, et notamment la question du traitement des refus, hein, pour ne pas s'exposer à des critiques. Je pense par exemple à la question de l'égalité de traitement. Il est vrai que des postes sont télétravaillables, d'autres ne le sont pas. Il est donc important d'être très clair sur l'éligibilité et les raisons pour derrière être exempt de tout reproche, par exemple, d'inégalité de traitement ou de discrimination lorsqu'on est amené à former un refus de passage en télétravail. Et puis, on doit aborder la question des modalités de contrôle du temps de travail et de régulation des charges de travail des télétravailleurs et de leurs horaires, et notamment la question plus spécifique des plages horaires sur lesquelles on va être amené à être en interaction avec eux lorsqu'ils travaillent depuis leur domicile. Ça, c'est une problématique extrêmement importante. C'est un point qui reste juridiquement assez délicat, puisque si on a structuré depuis 2012 le télétravail, et les textes ont évolué ces dernières années, pour autant, il n'y a aucune spécificité en termes de modalités d'organisation du temps de travail dans notre code pour les télétravailleurs. Un télétravailleur, il est géré au niveau de son temps de travail, strictement selon les mêmes règles juridiques que les autres salariés. Donc là, il y a vraiment un exercice de réflexion aussi au moment de la bascule, compte tenu des modalités de temps de travail qu'on avait définies pour du travail sur site, en présentiel. Est-ce que ces modalités sont parfaitement adaptées à une bascule vers le télétravail? Ou sinon, il va falloir faire évoluer les modalités un petit peu générales, parce qu'on ne pourra pas prendre un appui spécifique sur un texte spécifique pour les télétravailleurs à notre disposition. On vous a également mis une liste là de points qui ne sont pas obligatoires dans l'accord ou la charte, mais on va être amené à y revenir du coup au cœur des interventions, hein, qui sont les points qu'on va développer les uns et les autres par la suite, qui sont au cœur des sujets qu'on a vocation à traiter. Donc voilà, on va y revenir point par point par la suite. Structurer juridiquement le télétravail, c'est donc aussi ce niveau individuel, hein, puisque basculer en télétravail suppose vraiment de disposer de l'accord de chaque salarié. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, on a dans le Code du travail et dans les accords interprofessionnels, afin vraiment que permettre d'avoir un cadre qui soit le plus serein dans le cadre de cette bascule vers le télétravail, on a un certain nombre d'obligations d'information par écrit du salarié lors du passage en télétravail. Alors, information écrite, par quel format? Ce n'est pas défini. Là, il y a vraiment de la flexibilité, hein, qui est donnée aux entreprises. Donc, certaines entreprises vont faire le choix de vraiment avoir un document unique en structurant un avenant qui va au contrat de travail, qui va acter bien sûr l'accord par sa signature du salarié, et qui, dans son contenu, va comporter l'ensemble des éléments d'information qui sont demandés. Dans d'autres cas, on pourrait très bien envisager, ce que font certains, de dissocier, c'est-à-dire d'un côté de faire valider les conditions de passage en télétravail, et puis d'avoir un format standard par ailleurs d'information ensuite de chaque salarié, de remettre une signature contre des charges, par exemple, d'une brochure, d'un guide interne qui décrit le télétravail, qui donne l'ensemble des éléments d'information légalement requis, également de ceux qui nous semblent très, très adaptés à la réussite du déploiement du télétravail. Donc, sur les éléments d'information qui doivent être vraiment communiqués aux salariés au moment du passage en télétravail, on a différentes choses. On a d'abord le cadre collectif, c'est-à-dire quand il y a un accord ou une charte, il est important de porter à la connaissance, hein, des salariés basculant l'accord ou la charte. Ensuite, on va arriver sur des éléments extrêmement concrets qui sont
les modalités de rattachement hiérarchique, de suivi de la charge de travail du salarié, les conditions dans lesquelles on va potentiellement, ce sera le cas quand même dans la majorité des formes de télétravail, alterner entre du travail en présentiel et des journées, des plages de télétravail. On doit également informer le salarié, donner de la clarté sur quels sont les équipements spécifiques de travail qui sont mis à disposition dans le cadre du télétravail, quelles sont les règles également de prise en charge des frais professionnels. On a deux volets aussi importants sur lesquels je vais revenir plus spécifiquement dans quelques minutes, qui sont les informations relatives à la sphère RGPD et également les données sur lesquelles nous allons revenir avec Alexandre Marcon sur toutes les obligations en matière de prévention des risques professionnels, où on a aussi des obligations d'information. On voulait faire un petit point de vigilance, qui est que notre cadre légal actuel nous impose toujours d'intégrer une période d'adaptation lorsqu'il y a une bascule sur un format de télétravail en dehors des circonstances exceptionnelles comme la crise Covid. On doit toujours prévoir une période pendant laquelle le salarié pourrait tout à fait finalement revenir sur sa demande de passage en télétravail. Donc ça va être aussi au cœur. Le salarié accepte, mais dispose de cette faculté de se rétracter pendant la période d'adaptation. Ce qui n'existe pas, bien entendu, quand on est sur les dispositifs exceptionnels autour des circonstances exceptionnelles, notamment les pandémies comme celle que l'on vient de connaître. Je vais laisser la parole à Alexandre Marcon. On va basculer du coup sur les problématiques très importantes de prévention des risques professionnels pour les télétravailleurs. Merci Dorian. Si je voulais être un petit peu provocateur et peut-être aussi un petit peu caricatural, je commencerai par dire que le télétravail finalement ne change rien. Mais c'est peut-être justement parce que le télétravail ne change rien en matière d'obligation qu'il faut justement traiter le télétravail. Ce que je veux dire par là, c'est que vis-à-vis des télétravailleurs, vos obligations en tant qu'employeur en matière de prévention des risques professionnels sont les mêmes. Donc il ne faut pas effectivement oublier, en tout cas considérer que parce qu'ils sont effectivement à distance et qu'ils travaillent chez eux, vos obligations s'amoindriraient par l'effet de l'éloignement et le fait qu'ils soient finalement hors des sites de l'entreprise. Donc les obligations en matière de prévention des risques, elles reposent avant tout sur une obligation légale, l'obligation qui est légale, qui impose à l'employeur de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et puis la santé physique et mentale de ses salariés. Donc cette obligation-là, elle va s'appliquer aux télétravailleurs avec la même intensité que pour les salariés présents sur site. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir tenir compte des risques qui peuvent exister vis-à-vis des télétravailleurs et mettre en place une démarche de prévention. Donc, au niveau des risques identifiés dans le cadre du télétravail, on en a quand même beaucoup parlé ces derniers temps avec la crise Covid. C'est à la fois des risques qui peuvent être présents pour les salariés qui sont sur site. Je pense notamment à tout ce qui est troubles musculo-squelettiques ou les problématiques de positionnement, de poste de travail, pardon. Ça peut être des problématiques de travail sur écran. Mais ça, c'est des problématiques qui, du fait que le salarié travaille chez lui, auront peut-être une approche totalement différente. Et puis, à côté de ces risques qu'on peut considérer comme habituels ou en tout cas partagés avec les salariés sur site, il y a des risques qui sont peut-être plus spécifiques pour les travailleurs, et je pense notamment aux problématiques d'isolement et de fatigue psychologique. Et je crois d'ailleurs que ces thématiques-là seront abordées par les intervenants ultérieurs, et qu'il faut également prendre en compte
dans le cadre de cette démarche de prévention des risques. Naturellement, cette démarche-là, le salarié doit en être informé, doit être informé de la politique en matière de santé et de sécurité, et notamment sur la thématique de l'utilisation des écrans d'ordinateur, qui est d'ailleurs reprise par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Donc, qui dit obligation de sécurité de moyens renforcés, qui n'est plus une obligation de résultat en tant que telle, dit nécessité d'initier donc une démarche de prévention face aux risques qu'on aura identifiés dans le cadre de la mise en place du télétravail. Donc, au niveau de cette démarche de prévention des risques, il n'y a pas de méthodologie spécifique vis-à-vis des salariés en télétravail. En réalité, on va appliquer les grands principes qui sont ceux préconisés par le Code du travail en matière de démarche de prévention des risques. Donc, sur ce point, le Code du travail fixe en réalité des grands principes généraux, et c'est ces principes généraux qui devront conduire et accompagner votre démarche et votre méthodologie en matière de prévention des risques. Donc, au niveau de ces principes généraux, on les a repris dans le slide que vous avez face à vous. On les a un petit peu réaménagés, mais vous les retrouverez dans leur présentation exacte à l'article 4121-2 du Code du travail. Et en fait, cette démarche de prévention des risques, elle a deux grands volets. Premier d'entre eux, c'est naturellement l'évaluation des risques. Donc, l'évaluation des risques, c'est tout d'abord l'identification des risques. C'est cartographier les risques pour les salariés qui sont en télétravail. C'est naturellement éviter les risques si on peut les éviter. Ça, c'est effectivement la base de la démarche de prévention. C'est supprimer le danger ou l'exposition au risque. Et puis, quand on identifie des risques, et c'est les risques qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui ne sont pas évitables, il s'agit alors là d'évaluer ces risques. Et évaluer ces risques, ça veut dire quoi? C'est essayer d'évaluer l'importance de l'exposition au risque, c'est-à-dire faire une forme de cotation du risque, pour que, face à ce risque-là et l'importance qu'on y voit, prendre les mesures de prévention qui sont adaptées à ce risque, en tout cas pour limiter la survenance de ces risques. Quand on est sur cette partie d'évaluation des risques, au niveau des risques des télétravailleurs, finalement, il y a des situations qui sont complètement potentiellement hétérogènes, parce qu'il n'y a pas un télétravailleur, il y a des télétravailleurs. Les situations peuvent être différentes entre les travailleurs eux-mêmes, selon la manière dont on met en place d'ailleurs le télétravail. Parce qu'effectivement, entre une personne qui est potentiellement 100% en télétravail, celui qui sera en télétravail pendulaire, celui qui occupe un poste où l'usage informatique est, on va dire, habituel, ceux qui ont des postes où c'est moins habituel, effectivement, les risques qu'on va pouvoir rencontrer pour ces salariés seront différents. Donc, ça veut dire qu'en matière de cartographie des risques, il faut aussi tenir compte à la fois, sans compter le télétravail en tant que tel, c'est aussi une situation individuelle de chacun, ou en tout cas une situation, une typologie de situation qu'on peut rencontrer pour identifier les risques et mettre en place les mesures de prévention qui soient les plus pertinentes possibles. Donc, le deuxième volet, justement, de cette démarche de prévention des risques, une fois qu'on a procédé à l'évaluation de ces risques, c'est déterminer des mesures de prévention pour faire face à ces risques. Et puis, naturellement, une fois qu'on a déterminé ces mesures de prévention, c'est en informer les salariés, donner les instructions qui sont appropriées, le cas échéant former à la prévention des risques. Donc là, on pense notamment aux managers, bien entendu, mais également l'ensemble des salariés eux-mêmes. Donc il y a quand même une démarche là à avoir qui est assez importante, parce que si on met en place des mesures de prévention mais que personne n'en est informé, ou qu'en tout cas on ne communique pas suffisamment sur ces mesures-là,
on remplit à moitié nos obligations en la matière. Et puis, une fois qu'on a évalué, une fois qu'on a mis en place ces mesures de prévention et une fois qu'on en a informé les salariés, il ne faut pas oublier derrière de suivre ces mesures. Et j'en terminerai par là pour cette démarche de prévention des risques. Parce qu'effectivement, ce n'est pas tout de mettre en place des mesures, mais encore faut-il voir derrière si elles sont appliquées, voir si au final elles s'avèrent pertinentes ou est-ce qu'il faut les réajuster, est-ce qu'il faut, entre guillemets, mettre une piqûre de rappel constatant que les mesures ne sont pas appliquées. Donc voilà, la démarche, c'est évaluation, prévention et suivi des mesures de prévention des risques qu'on a mis en place dans le cadre du télétravail. Donc cette démarche de prévention des risques, elle va trouver sa formalisation, sa concrétisation, sa matérialisation, comme vous voulez, dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, qui, je le rappelle, est obligatoire pour l'ensemble des entreprises. Puisqu'en effet, le document d'évaluation des risques professionnels, il a vocation à présenter les résultats de l'évaluation des risques professionnels. Donc finalement, cette démarche de prévention des risques, elle va trouver sa formalisation dans le DUER. Donc ce DUER, donc effectivement, il est obligatoire pour toutes les entreprises, mais ce n'est pas un document qui est naturellement figé. C'est un document qui est vivant et qui a vocation à évoluer. Évoluer à minima une fois par an, ça c'est, on va dire, l'obligation standard, mais le DUER doit aussi être mis à jour lorsque de toute décision d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou de travail. Et sur ce deuxième aspect, et s'agissant du télétravail, on est pile dans cette case-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je mets en place le télétravail, c'est ce que vous disiez Dorian Georgia tout à l'heure, par la voie d'un accord, par la voie d'une charte, par la voie d'un accord avec le salarié. Mais en parallèle de ça, il faut donc effectuer cette démarche de prévention des risques et puis la formaliser dans le cadre du DUER. Donc il faut bien penser à ces aspects-là lorsqu'on met en place le télétravail et ne pas s'arrêter sur l'aspect uniquement formalisation du cadre juridique de la mise en place du télétravail. Et un dernier point là-dessus, c'est vrai que les communications qui ont été faites notamment par le ministère du Travail à l'occasion de la crise Covid et de la généralisation du télétravail qu'on a pu connaître ces derniers mois, c'est notamment la question des risques psychosociaux sur lesquels il faut effectivement avoir un focus particulier, même si les risques physiques sont naturellement pas écartés, notamment sur la question d'aménagement des postes de travail chez les salariés. Donc, mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, au niveau de la démarche, il suffira simplement, entre guillemets, de dérouler la démarche de prévention des risques qu'on a exposée juste avant, c'est-à-dire identification, évaluation, plan d'action et suivi des mesures. C'est-à-dire que dans le DUERP devra apparaître l'ensemble de la démarche de prévention des risques que vous aurez mise en place dans le cadre de l'évaluation des risques liés au télétravail. Donc, si je prends un exemple entre guillemets tout simple, l'identification des risques. On identifie par exemple un risque d'isolement pour les salariés en télétravail. On évalue l'importance de ce risque, et à mon avis, ce risque il varie aussi si on est en télétravail à 100% ou si on est en télétravail pendulaire, partiel. Et puis derrière, on met en place des mesures et on vérifie si ces mesures naturellement sont appliquées et si elles produisent un effet positif. Et parmi ces mesures-là, s'agissant de l'isolement, on peut très bien imaginer, par exemple, que ces mesures consisteront en mettant des dispositions en place, notamment en matière de lien avec l'équipe, c'est-à-dire, entre guillemets, imposer ou fixer des temps d'échange avec le manager, éventuellement avec les collègues. Ça peut être des réunions à distance. Et puis, ça peut aussi être le maintien de moments de convivialité entre les équipes pour justement rompre ce potentiel risque d'isolement. Donc,
Pour ce qui est du DUR, c'est l'employeur qui a la responsabilité de son élaboration et de sa mise à jour. Donc là, pour le coup, c'est vous qui allez être en première ligne s'agissant de la mise à jour du DUR. Donc effectivement, ce n'est pas parce que vous êtes en première ligne, ce n'est pas pour autant que vous allez être seul à effectuer cette démarche. Vous pouvez tout à fait vous appuyer à la fois sur le comité social économique, puisque lui, en tant que tel, il doit nécessairement être associé à la démarche, sans pour autant d'ailleurs qu'il ait à être consulté. Et ça, la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt récent au printemps dernier, du 12 mai 2021, qui a bien confirmé que le CSE, dans le cadre de l'élaboration de la mise à jour du DUR, n'a pas à être consulté. Mais naturellement, il convient de l'associer dans la démarche. Et puis à côté des instances représentatives du personnel, on peut également envisager d'associer les salariés eux-mêmes, et on pense notamment aux managers qui pourront être les plus à même, parce qu'ils seront d'abord eux aussi demain en première ligne dans le cadre de l'application des mesures de prévention, et puis qui peuvent avoir un regard tout à fait pertinent sur les mesures de prévention les plus adaptées dans le cadre du télétravail. Ça peut être également le référent sécurité, le service de santé au travail, je pense notamment au médecin du travail, et puis des experts extérieurs, hein, on pense notamment à la CARSAT, à l'INRS, à l'ANACT. Donc voilà, au niveau de la mise à jour du DUR, c'est vous qui avez la main, mais effectivement, il ne faut pas hésiter à associer d'autres partenaires pour qu'effectivement cette démarche-là soit la plus pertinente possible. Donc justement, s'agissant des outils qui peuvent être mobilisés, parce qu'effectivement, quand on parle des marges de prévention des risques, évaluation des risques, comme ça peut être un petit peu abstrait et paraître un petit peu, on va dire, une démarche qui n'est pas simple en réalité. On peut s'appuyer sur des outils et des partenaires externes. Et sur ce point-là, il y a notamment l'INRS qui publie régulièrement des guides qui sont à disposition sur leur site internet, gratuitement d'ailleurs. Et je pense notamment à un guide sur le télétravail qui a été mis en ligne sur les risques, sur les pistes de prévention envisageables. Il y a également une brochure qui, là, n'est pas spécifique au télétravail, mais qui concerne la prévention des risques psychosociaux. Et puis, récemment, ce mois-ci, ces derniers jours, l'INRS a publié un nouveau guide sur le télétravail, donc, qui date de septembre 2021, et qui aborde le télétravail à la fois sur les aspects juridiques et puis sur les aspects justement de santé et de sécurité. Donc c'est un guide qui est plutôt bien fait et qui donne des pistes de réflexion pour avancer dans la démarche de prévention des risques. On a également l'ANACT, je l'ai cité il y a quelques instants. L'ANACT aussi, elle apporte un certain nombre elle fournit en tout cas un certain nombre de préconisations pour l'amélioration des conditions de travail, et notamment vis-à-vis des salariés en télétravail, et on en a pris trois qui peuvent être, on va dire, les plus fortes. Ça peut être l'adaptation de l'environnement de travail et l'importance notamment d'accompagner le salarié dans cette démarche-là, de distinguer les espaces personnels et les espaces professionnels au sein de son logement, de son domicile. C'est privilégier un télétravail partiel pour maintenir le lien avec le comité de travail, et ça c'est en lien avec la problématique du risque d'isolement, plutôt qu'un télétravail à 100%. Et puis, et là c'est le dernier point, mais c'est lié finalement à cette question du télétravail partiel, donc c'est la mise en place de mesures d'organisation pour rompre l'isolement. Ensuite, le point sur lequel on souhaitait attirer votre attention, qui est lié à la santé et à la sécurité, mais pas simplement naturellement sur cet aspect-là, mais il y a quand même des enjeux en matière de santé et de sécurité, et Dorian Jarja l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question du temps de travail. Parce qu'effectivement, quand on est en télétravail, il y a certains avantages, ou en tout cas une certaine forme d'autonomie pour le salarié, et naturellement plus de souplesse aussi. Mais finalement, cette autonomie et cette souplesse, elle vient rentrer un petit peu s'entrechoquer avec les obligations de l'employeur en matière de suivi du temps de travail, parce que les obligations de l'employeur, elles restent les mêmes. Donc, d'un côté, on a un salarié finalement qu'on n'a pas, entre guillemets, sous la main, qu'on n'a pas sur place dans les locaux, mais dans le même temps, les obligations à l'égard des télétravailleurs sont les mêmes que pour ceux qui sont
en présentiel. Donc, je pense notamment au suivi du temps de travail, au suivi des temps de repos, à la charge de travail, à l'articulation vie privée, vie professionnelle, et puis au droit à la déconnexion. C'est pour ça qu'il est important, quand on fixe le cadre du télétravail, que ce soit dans l'accord ou dans la charte, de bien prévoir cette problématique du suivi de la durée du travail, notamment les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail, mais également traiter la question des plages horaires de contact du salarié. Parce qu'effectivement, on doit fixer des plages horaires pour préserver à la fois le droit à la déconnexion du salarié en dehors de ses temps de travail et puis la vie privée du salarié. Donc on peut s'interroger sur les modalités de définition de ces plages. Est-ce que c'est des plages horaires qu'on fixe un peu collectivement dans l'accord ou la charte, ou est-ce qu'on fait un petit peu du sur-mesure, du cas par cas pour chaque collaborateur, et donc on fait une définition plutôt individuelle de ces plages horaires. Et sur ce point-là, l'ANI du 26 novembre 2020 fait plutôt référence à une définition en accord du salarié, ce qui pourrait dire qu'en réalité, les plages horaires seraient reprises soit dans l'avenant, soit dans le document qui formalise le passage en télétravail. Et puis, dernier point sur cette question-là, et j'en terminerai par là, c'est l'importance et l'obligation d'organiser un entretien annuel avec le télétravailleur sur le suivi de sa charge de travail, et puis également, naturellement, l'importance d'informer à la fois le CSE et les salariés, le CSE qui doit être consulté d'ailleurs, sur les dispositifs de contrôle de temps de travail qui pourront être mis en place pour les télétravailleurs si les modalités, on va dire, habituelles applicables dans l'entreprise ne sont pas duplicables ou ne sont pas pertinentes pour les salariés en télétravail. Je pense notamment, par exemple, si vous décidez de mettre en place une forme de badgeage par connexion. Certaines entreprises pratiquent cette méthode-là. Donc là, il faut bien effectivement avoir le réflexe à ce moment-là de consulter le CSE et puis naturellement d'informer le salarié sur les moyens de contrôle que vous mettez en place. Et ça fait un lien aussi avec la problématique de RGPD et puis données personnelles du salarié. Voilà, thématiques sur lesquelles Dorian Jarja va revenir tout de suite. Alors, vous savez qu'au cœur du RGPD, c'est vraiment une obligation d'assurer la sécurité des données personnelles que l'on détient. Donc, il y a vraiment une interrogation très forte à avoir sur les salariés qui sont amenés à être en situation de télétravail. Vont-ils accéder à des données personnelles, manipuler des données personnelles dans le cadre de ce télétravail, auquel cas il y a vraiment l'obligation de mettre en place des mesures de sécurité renforcées pour assurer la protection des données personnelles. Donc voilà, pour être vraiment compliant RGPD, ça veut dire qu'il faut impérativement, lorsque vous déployez du télétravail, ouvrir un volet spécifique de mesures, de sensibilisation, de protection informatique des données, pour montrer que vous êtes allé au bout de la réflexion pour être le plus en protection des données personnelles possible. Voilà, on vous a mis un certain nombre, dans le support que vous aurez, un certain nombre de sources pour justement engager la réflexion sur ce volet. Dernier aspect qu'on voulait aborder, on termine avec la question des frais professionnels qui a été beaucoup débattu, notamment dans le cadre du dernier accord interprofessionnel où les organisations syndicales voulaient vraiment imposer un mécanisme très précis de prise en charge des frais. Donc, vraiment, les positions patronales ont permis de rester sur quelque chose de beaucoup plus souple. Aujourd'hui, on reste dans le cadre très général de prise en charge des frais professionnels, puisque l'obligation de prendre en charge les frais, elle va s'apprécier au cas par cas. Le raisonnement est le suivant. Quelles sont les dépenses que le télétravailleur s'est trouvé dans l'obligation en fait, d'engager du fait du télétravail. Donc, c'est vraiment pour entrer dans cette case de frais professionnels, il faut être
sur des frais, des dépenses que le salarié a dû nécessairement, obligatoirement en fait exposer parce qu'il était dans la situation du télétravail. Et donc, s'il y a débat, c'est vraiment au salarié de démontrer que ces frais-là spécifiques, il devait obligatoirement les engager et justifier de leur montant, hein, sans bien entendu que la jurisprudence a précisé que l'employeur devait valider que les choses ne devaient pas être faites à son insu. Dans le cadre du nouveau bulletin officiel de la sécurité sociale qui voilà, vraiment vous sécurise juridiquement vis-à-vis des prises de position de l'URSSAF, on dispose maintenant d'une barème de tolérance pour néanmoins, si on le souhaite, pratiquer des remboursements forfaitaires, indemniser de façon forfaitaire sans rentrer dans le détail de est-ce qu'on était sur des dépenses obligatoires et de fournir le justificatif, de forfaitairement prendre en charge les frais avec un double barème. Première option, c'est d'indemniser sur la base de 10 € maximum mensuels par journée de télétravail hebdomadaire. Donc là, c'est vraiment si on a une similarité hein, de jours de travail chaque semaine. Et un deuxième système qui correspond à l'hypothèse où le télétravail sera plus flottant, plus aléatoire, d'indemniser dans la limite de 2,50 € par jour de télétravail effectivement réalisé au cours du mois, le tout étant plafonné à 55 € par mois. Seule dérogation possible, c'est pour les entreprises qui appartiennent à un groupe ou à une branche professionnelle où un accord avait été négocié avec des montants supérieurs d'indemnisation forfaitaire. Donc, dans ce cas-là, vraiment, on est sécurisé à hauteur de ces montants forfaitaires d'indemnisation. Voilà pour ces éléments de cadrage juridique pour ouvrir notre discussion. Excusez-moi. Merci beaucoup, messieurs. Vous m'entendez ou pas? Oui, Sébastien, on t'entend. Ah, super. Bon, ben, j'ai réglé mon problème. Je vous remercie. Je vous embête pas. Bon, super. Parfait. Merci beaucoup. Pardon, j'étais en train de m'étouffer juste avant la fin de la présentation. Tout va bien. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour ce rappel du cadre législatif. C'était clair et bien construit, en tout cas, dans la compréhension. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou des sujets que vous souhaitez soulever, des questions que vous voulez poser à ce stade? Pas encore? Bon. Merci beaucoup en tout cas encore, messieurs. Franck, c'est à toi. Donc merci, je vais essayer de partager mon document. Thibaut, je te laisse me confirmer que tu vois bien apparaître les éléments à l'écran. C'est tout bon. Ça fonctionne. Bon. Oui, c'est parfait. C'est parti. Donc bonjour à tous, Franck Burderon, je me représente pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents tout au début de ce webinaire. Donc moi je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est les enseignements issus de la crise et du recours massif au télétravail, notamment en m'appuyant sur deux enquêtes. Une enquête qu'on a conduite directement avec le MEDEF et l'ANAC dans le cadre d'un programme dont je vais vous parler juste après. Et puis, je vais m'appuyer sur des chiffres issus d'une enquête réalisée par Harris Interactive un an après le premier confinement pour mesurer un petit peu les écarts et les enseignements un petit peu différents qu'on observe entre ce qui avait été constaté tout de suite quelques semaines après ce passage massif au télétravail et puis ce qu'on observe un an après. Et puis la deuxième partie de mon propos consistera à regarder un petit peu ce qu'on observe par rapport à la question spécifique des managers pour essayer de voir un petit peu quels sont les impacts qu'on a pu observer immédiatement là aussi après le premier confinement et puis ce qu'on observe de manière un petit peu plus générale et puis des enseignements un petit peu qu'on en tire sur l'évolution des pratiques managériales qu'on observe dans les entreprises qu'on a pu accompagner, notamment dans le cadre du programme Caméléon dont je vais vous parler tout de suite.
Donc, voilà. Donc déjà, revenir très rapidement sur le programme Caméléon. En fait, le programme Caméléon, c'est un programme qui est issu d'un fonds de l'ANACT, qui a déjà été évoqué précédemment, donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, et qui finance des expérimentations qui ont pour but d'améliorer justement ces fameuses conditions de travail dans les entreprises. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons conduit avec Ocalia, Gowo et Econum, un projet qui a permis d'accompagner 8 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, en fait pas tout à fait que des entreprises puisqu'il y avait une association dedans, de taille et de secteurs d'activité très divers, et qui a démarré en fait en janvier 2020. Donc bien évidemment, quelques semaines après, on a eu le démarrage du premier confinement qui a complètement bouleversé le programme tel qu'il était pensé à l'origine, puisque l'objectif, c'était d'accompagner ces 8 organisations qui n'étaient pas encore passées au télétravail et les aider justement dans ce passage au télétravail. Donc, avec le confinement de mars 2020, en fait, ces 8 entreprises et associations ont basculé en quelques jours au télétravail, et donc on a dû revoir un petit peu les modalités d'accompagnement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a décidé de lancer une enquête dont je vais vous parler maintenant. Donc, une enquête qui a été réalisée entre le 17 avril, donc on était encore dans le premier confinement, et puis le 4 juin 2020, donc un mois en gros après la fin du premier confinement. Et donc, une enquête qui a été diffusée via notamment le MEDEF, sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a permis de recueillir un petit peu moins de 2000 réponses, dont 80% de salariés d'entreprise, puisqu'il y avait aussi un certain nombre de répondants qui étaient issus du secteur public ou du monde associatif. Donc c'est sur ces premiers chiffres que je vais revenir, en rappelant au préalable des éléments quand même importants. C'est qu'on était sur un contexte de télétravail tout à fait particulier, puisqu'en fait, le premier élément, c'est que pour la plupart des personnes qui ont basculé en télétravail, c'était un télétravail à temps complet, alors que la pratique jusque-là des organisations qui avaient mis en place, les pionniers qui avaient déjà démarré le télétravail, on était plutôt sur un télétravail à temps partiel, 1 à 2 jours par semaine. Le deuxième élément tout à fait particulier de cette période, c'est qu'un grand nombre de télétravailleurs, sur notre échantillon, c'était 1 sur 2, s'est retrouvé confiné avec des enfants dont il fallait assurer à la fois la garde et parfois le suivi scolaire, donc bien évidemment ce qui compliquait les choses et qui est tout à fait particulier. Et puis enfin, pour un grand nombre d'organisations, il n'y avait pas de pratique réellement organisée du télétravail, même si parfois il y avait un certain nombre de personnes à l'intérieur de ces organisations qui pratiquaient ce qu'on appelle du télétravail gris, donc il y avait des formes d'autorisation spécifiques et individuelles pour recourir au télétravail, mais pour la plupart des organisations, on n'avait pas de structuration de ce télétravail. Donc en fait, ça a été complètement subi. En 24 à 48 heures, un grand nombre d'organisations ont dû basculer sur du télétravail. Alors, quelques chiffres clés à la fois issus de cette étude et puis des chiffres aussi qui sont apparus dans des enquêtes à l'époque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les études, ça varie un petit peu, mais en gros, il y a à peu près un tiers des salariés qui ont basculé en télétravail pendant ce premier confinement. Ce qu'on constate, c'est que ces taux sont variables, à la fois selon la localisation. On a vu des taux de recours au télétravail qui étaient plus forts en milieu urbain qu'en milieu périurbain ou rural, et surtout que ce taux de recours au télétravail augmente assez nettement selon la taille des entreprises. On voit que notamment dans les grandes entreprises, qui pour un certain nombre d'entre elles avaient déjà des accords télétravail, le recours a été encore plus important. De manière générale, sur l'ensemble des enquêtes, c'est aussi valable pour l'enquête que nous avons conduite sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le principal apport du télétravail du point de vue des télétravailleurs, donc des salariés, c'est les gains de temps et d'argent, bien évidemment, liés à la limitation des déplacements, qui est citée pour 3 répondants sur 4.
Et puis, le principal point négatif, à l'inverse, c'est des formes d'isolement et notamment le fait qu'on se retrouve plus dans une relation sociale classique avec ses collègues, mais dans une relation distante qui, bien évidemment, n'est pas du tout la même chose. Et puis, le dernier élément, alors dans notre étude, c'était 93% des répondants qui souhaitaient poursuivre le télétravail. Selon les autres études, ça variait entre 80 et 95%. Il faut savoir qu'il y a une récente étude qui est parue la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui a été réalisée par des instituts de sondage pour le compte de la CGT, et je crois qu'ils sont même à 98%, un an et demi après, de télétravailleurs qui souhaitent poursuivre. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de sujet sur le fait que les salariés ont été intéressés par ce mode de travail et souhaitent poursuivre. C'est plutôt les modalités de ce télétravail, on le verra après, qui sont en discussion. Alors, les enseignements concernant si je rezoome sur notre étude donc réalisée juste pendant et juste après le confinement, en fait, le premier élément très intéressant et qui nous permet déjà de zoomer un petit peu sur la question des managers, c'est déjà que les organisations, même si elles n'avaient pas du tout, du moins, même si pour une grande partie d'entre elles, elles n'étaient pas du tout structurées pour faire du télétravail, en fait, on se rend compte que les outils et les équipements numériques étaient plutôt, aptes à ce passage à la distance, en fait, puisque seulement 9% des répondants considéraient que leurs outils et équipements n'étaient pas adaptés. Donc, bien évidemment, ça veut dire que plus de 90% considéraient que ceci était adapté. Donc, on voit que la numérisation des entreprises était déjà initiée et finalement, il n'y a pas eu tant d'adaptation que ça à mener sur la question des outils pour basculer au télétravail. Le deuxième élément, et qui fait le lien avec le premier lien avec la question des managers, c'est que seulement 15% des répondants ont considéré que leur relation à l'encadrement s'était dégradée pendant cette période. Donc, c'est relativement faible. Et ça traduit donc la capacité des managers à s'être adaptés en fait à cette situation qui encore une fois était complètement nouvelle et puis très spécifique, notamment en raison d'un télétravail à 100%. Et puis ce qu'on observe, c'est que même si les outils étaient adaptés, les usages ont se sont complètement accélérés. On a fait un grand bond en avant dans la plupart des entreprises. Et le meilleur exemple de tout ça, c'est bien évidemment la visio, qui était très utilisée, du moins qui est très utilisée depuis 1 an et demi maintenant, parfois même un peu trop, mais on y reviendra par la suite. Alors, bien évidemment, notre programme zoomait beaucoup sur les questions de qualité de vie au travail, donc notre enquête a essayé aussi de creuser ce point-là. En fait, ce qu'on constate, c'est que globalement, malgré encore une fois ce télétravail dans des conditions très dégradées, finalement, ça a eu un impact positif sur quasiment tous les indicateurs qu'on a utilisés pour mesurer cette qualité de vie au travail. Sachant qu'on était sur une base 100 et que quand on est à 50, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution entre avant et cette période de recours massif au télétravail pendant et juste après le confinement. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que tous les indicateurs liés à la qualité de vie qu'on va appeler positifs, qu'on va considérer comme positifs, donc le plaisir, la santé, la forme physique, la qualité au travail, la qualité de travail, tous ces indicateurs ont évolué favorablement. Et à l'inverse, les indicateurs dits négatifs, comme la fatigue ou le stress, ont eux nettement baissé, et notamment celui de la fatigue, puisqu'on voit que par rapport à une période initiale à 50, on n'est plus qu'à 41, donc ce qui traduit une nette baisse de la fatigue, en tout cas déclarée par les répondants à notre enquête. En fait, on a deux indicateurs qui évoluent négativement. C'est la question du temps de travail, nos répondants considérant que leur temps de travail a évolué fortement à la hausse. Et le deuxième élément, mais que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'isolement. Et c'est bien évidemment aussi renforcé par ce télétravail, encore une fois, à 100%, qui n'est donc pas alternatif avec du présentiel et qui, bien évidemment,
impacte fortement cette question de l'isolement. D'autres éléments un petit peu particuliers et notamment qui sont propres à cette période de crise sanitaire. En fait, ce qu'on constate, c'est toujours c'est le schéma que vous avez sur la droite là. Quand on zoome sur les personnes qui déclaraient avoir un logement inadapté à la pratique du télétravail, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, notamment dans les centres urbains où les appartements sont souvent plus exigus et qui n'avaient pas de pièces pour s'isoler. Donc, pour les personnes qui déclaraient avoir un environnement inadapté, on voit que les indicateurs que j'évoquais tout à l'heure, qui évoluaient de manière favorable, dans ce cas-là, évoluent de manière assez nettement défavorable. Et quand on cumule ça avec la présence d'enfants au domicile, et bien évidemment les conflits d'usage qu'on peut imaginer quand on ne peut pas s'isoler dans une pièce particulière, on voit que cette situation est encore plus dégradée. Donc, la difficulté à travailler en famille, l'importance de l'environnement de travail au domicile, et on le verra après éventuellement dans des lieux alternatifs quand ce n'est pas possible au domicile, sont des éléments certainement importants qu'il faut prendre en compte, même si ça faisait partie des particularités de cette période qu'on ne retrouve pas forcément toujours aujourd'hui, en tout cas pour la garde des enfants. Le deuxième élément, c'est l'isolement et le manque des collègues, mais on verra que ça demeure aujourd'hui, même si on a une pratique du télétravail plus limitée en termes de fréquence, que ça reste un problème à traiter. Et puis enfin, le sujet que j'ai déjà évoqué, c'est que cette impréparation a généré beaucoup de stress du côté de l'encadrement des managers et un travail supplémentaire, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, les autres enseignements, c'est que le non-déplacement a bien évidemment de nombreux effets bénéfiques sur le temps, sur le stress, sur les économies d'argent aussi, notamment pour les personnes qui font des déplacements en voiture individuelle et qui peuvent avoir des coûts importants liés à ces déplacements pendulaires domicile-travail quotidien. Et puis, c'est aussi tous les autres impacts qu'on cite moins, les éléments induits, mais on a pu tous s'en rendre compte avec cette période de premier confinement où, par rapport à des problématiques de pollution, d'embouteillage, les accidents aussi liés au travail, ça a un effet, bien évidemment, le non-déplacement a un effet important sur tous ces sujets-là. Le deuxième élément, j'en ai déjà parlé, mais qu'on retrouve qui est pas propre à cette crise sanitaire, c'est la question de l'environnement de travail. Et bien évidemment, ça impacte fortement la perception de la qualité de travail selon qu'on a un logement qui nous permet de travailler confortablement, selon qu'on ait des équipements qui nous permettent de travailler confortablement, selon qu'on ait aussi une connexion Internet et qu'on vient de rappeler que ce n'est pas encore le cas, tous les territoires ne sont pas systématiquement couverts correctement et que tout ça conditionne bien évidemment la perception de la qualité de vie et ça peut avoir un impact très négatif pour une partie des salariés d'une organisation. Le troisième élément, c'est que avoir les bons outils et équipements, même si on a vu que globalement, ça fonctionnait bien, c'est un préalable indispensable, mais on se permet d'insister aussi sur le fait qu'il y a une vraie question d'usage, en fait, de maîtrise des outils et des équipements. Il y a un certain nombre de personnes qui pouvaient avoir accès aux équipements, mais qui ont une mauvaise maîtrise et qui se retrouvent en difficulté pour effectuer un certain nombre de tâches au quotidien. Et donc, il y a un enjeu là derrière de monter en compétences numériques et de formation. Et puis enfin, mais ça j'y reviendrai sur les enseignements, l'adaptation de la communication et du management, c'est essentiel, bien évidemment, pour maintenir le lien avec le collectif et lutter contre tous les effets de l'isolement dont on a déjà parlé précédemment. Alors ça, c'était les enseignements qu'on tirait quelques semaines après le démarrage du premier confinement. Donc, je vais zoomer maintenant sur une deuxième enquête qui a été effectuée par Harris Interactive un an après, donc sur un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes, et qui traitait pas uniquement la question du télétravail, mais moi je vais zoomer sur cette partie-là, puisqu'elle traitait de manière plus générale la question de la place du travail dans la vie des Français pendant ces périodes de crise sanitaire. Donc c'est une enquête qui a été menée en février 2021, donc environ un an après le démarrage du premier confinement. Donc le premier élément, alors
tout de suite, ça me permet de faire le lien avec les propos de Dorian Jarja tout à l'heure sur la définition juridique du télétravail. Vous voyez que dans cette étude, en fait, on parle de 43% des actifs lors du premier confinement, alors que nous, sur notre étude, on parlait plutôt d'un tiers des salariés. En fait, cette différence est liée justement à une définition plus ou moins stricte et donc plus ou moins juridique de ce qu'est un télétravailleur. Nous, on était au sens strict, donc n'étaient considérés comme télétravailleurs que les salariés qui habituellement font ça au bureau et qui, du coup, se retrouvaient à devoir le faire à distance, alors que l'étude Harris Interactive a une acceptation beaucoup plus large du télétravail et embarque notamment des nomades, voire même des populations indépendantes qui se sont retrouvées à devoir travailler à domicile alors même qu'elles pouvaient avoir par exemple un bureau, donc qui explique l'écart. Ceci dit, ce qu'on retrouve dans cette étude et qu'on retrouve dans toutes les études qui ont été menées depuis, c'est une baisse mais limitée du recours au télétravail entre la première période de confinement et puis ce qui s'est passé un an après ou un an et demi après. Ce qu'on observe aussi dans cette étude, mais qui est valable et que je vous disais déjà au démarrage de ma présentation, c'est que plus on est dans un cadre urbain, plus on a un recours au télétravail. A fortiori, la région parisienne recourt encore beaucoup plus au télétravail que les grandes métropoles de province. Et puis, il y a aussi une forme de fracture entre le niveau socio-professionnel, puisqu'on observe que les cadres et professions libérales, qui pratiquaient déjà pour beaucoup le télétravail précédemment, ont un recours au télétravail très fort, qui a été très largement renforcé depuis cette première crise sanitaire et qui demeure aujourd'hui. Alors, globalement, c'est encore une fois ce que je vous disais, ça a été très bien accepté et même considéré comme une amélioration des conditions de travail pour un grand nombre de salariés. Cependant, il y a à peu près un quart qui considère que c'est une contrainte. Et on voit que cette proportion de personnes qui considèrent que c'est une contrainte a tendance, même si c'est là aussi dans une évolution relativement limitée, on passe en gros d'un quart des personnes qui considéraient que c'était une contrainte à peu près un tiers des personnes en février 2021 qui considèrent comme une contrainte. Donc on voit qu'il y a quand même l'expérience du télétravail. Dans la durée, on voit que ça crée des contraintes supplémentaires pour une partie des personnes. Donc on retrouve en partie les mêmes causes, bien évidemment. Le sujet central, c'est les interactions sociales. Il y a eu une grande partie des télétravailleurs qui ont continué et qui continuent encore à avoir un recours massif au télétravail, 3, 4, voire 5 jours par semaine, donc du télétravail à 100%, qui demeure encore pour une catégorie. Donc bien évidemment, ça a un impact très fort sur les interactions sociales, notamment avec les collègues. Et puis ça crée bien évidemment aussi ce qu'on n'avait pas, nous, dans notre précédente enquête, parce qu'elle est arrivée trop vite et qu'il n'y avait que quelques semaines de pratique du télétravail, mais c'est des éléments liés à la lassitude qui concernent quasiment un répondant sur deux. Donc c'est quand même beaucoup. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est lié au fait d'être en permanence à son domicile, qui crée un certain nombre de contraintes, soit d'usage, de séparation entre vie professionnelle, soit aussi le fait d'en avoir marre d'être enfermé chez soi et d'avoir besoin de sortir, bien évidemment. Et puis, ce qu'on observait déjà sur des équipements qui parfois n'étaient pas tout à fait adaptés ou des logements, bien évidemment, avec la durée, pour les personnes qui sont concernées, ça a tendance à se renforcer. Les avantages, on a toujours à peu près les mêmes. C'est d'abord le temps gagné dans les transports et puis tous les effets induits, notamment la réduction des dépenses. Ce qu'on voit aussi monter, c'est la prise de conscience que ça, et certainement aussi ça traduit l'évolution des organisations. On voit aussi monter cette aspiration à plus d'autonomie. J'y reviendrai après, c'est quand même un point hyper central de ces nouvelles organisations du travail,
qui nécessitent de la confiance, de l'autonomie et de la flexibilité. Donc globalement, le télétravail est toujours plébiscité. Il est même considéré comme souhaitable par 72% des actifs, donc ce qui est effectivement très important. Mais en fait, ce que je précisais tout à l'heure, c'est pas tant la question du recours au télétravail qui fait débat, c'est plutôt ses modalités, à la fois organisationnelles et puis en termes de fréquence. On voit que les aspirations sont quand même pour des fréquences plus modérées, le recours au télétravail à 100%, même si c'est, on le voit pour 13%, dans 13% des cas, c'est souhaité par les répondants. On voit que l'immense majorité attendent un recours au télétravail plutôt entre 1 et 3 jours par semaine, ce qui correspond à ce qui est étudié et ce qui est considéré comme des organisations adaptées ou équilibrées entre distanciel et présentiel dans la plupart des études qui sont menées depuis très longtemps, puisque la plupart des études démontraient qu'il y avait une croissance et une hausse de la productivité avec le télétravail, mais que cette productivité avait tendance à baisser au-delà de 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des aspirations, mais des enjeux aussi de compétitivité pour les organisations autour de ce sujet du télétravail, et que le bon équilibre dans la fréquence est un vrai sujet de fond. Alors, je vais passer à la deuxième partie de mon propos pour zoomer maintenant sur la question des managers, la manière dont ils ont vécu cette situation, dont ils sont adaptés, et puis les enseignements qu'on en tire aujourd'hui. Donc, sur la question de la perception du moins si je reviens sur mes indicateurs de la qualité de vie au travail et que je zoome, en fait, que je compare les résultats qu'on observe sur l'ensemble de l'échantillon avec ceux, si on isole les managers à l'intérieur de l'échantillon qu'on avait mesuré, encore une fois, en mars-avril 2020. Donc, on voit qu'il y a un écart important sur 3 dimensions. La question de la fatigue, la question du temps de travail et la question du stress. Donc, en fait, ça traduit tout à fait ce manque de préparation qui a été subi en fait par la plupart des managers qui ont dû en fait s'adapter pour faire évoluer leur mode de travail, pour souvent on y reviendra, mais parfois essayer de poursuivre les modes de management qu'ils avaient en présentiel à distance, et ce qui est souvent inefficace et très consommateur de temps. Et puis bien évidemment, tout ça a généré un stress important pour le management. Il n'empêche que malgré le fait qu'il est parfois subi et qu'on voit que ça a généré des effets, que ça a eu des effets négatifs dans leur vie au travail, quand on regarde ce qu'en disent les managers, on voit que finalement, c'est pas forcément la perception qu'en ont leurs collaborateurs, puisque seulement 13% des managers considéraient que leur rapport avec le manager s'était dégradé. Pour 60% des gens, cela n'a pas changé. Et pour 21%, ils considéraient même que les modes de management et le rapport au manager s'étaient même améliorés. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que ça nécessite de trouver de nouvelles méthodes. En effet, il y a un tiers quand on interroge les managers eux-mêmes, ils considèrent dans un cas sur 3 que la communication s'est dégradée, et dans un cas sur 4 que l'organisation collective a été affectée par cette nouvelle organisation du travail. Donc, même si ça n'a pas forcément été ressenti par les collaborateurs, les managers se sont sentis en difficulté, en tout cas une partie d'entre eux, en termes organisationnels et en termes de communication. Alors tout ça nous amène à interroger les nouveaux défis auxquels doivent faire face les managers dans ces nouvelles organisations du travail qui mixent du présentiel et du distanciel pour une grande partie des collaborateurs. Pour une grande partie, pour un tiers, il convient de rappeler qu'il y a quand même, le télétravail ne concerne pas tout le monde.
que ça concerne aujourd'hui à peu près un tiers des salariés français. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 tiers des salariés français qui ne sont pas considérés par ces nouvelles organisations du travail. On verra que d'ailleurs, c'est un des points de friction qu'on peut observer dans un certain nombre d'organisations qui ont à la fois des collaborateurs qui sont éligibles au télétravail et d'autres qui ne le sont pas. Alors, au-delà de la digitalisation, qui est bien évidemment un préalable indispensable pour pouvoir recourir au travail à distance, il y a un certain nombre d'évolutions managériales qui sont nécessaires. En fait, je vais zoomer sur 3 sujets, l'évolution du management, la question du maintien des collectifs avec l'intégration des nouveaux, et puis les nouveaux outils de communication, les nouveaux modes de communication ou la manière dont on fait évoluer la communication. Alors bien évidemment, ce sont des propos qui sont assez génériques. Je reviendrai là-dessus en conclusion, et puis l'exemple que vous donnera Sébastien Pras après de l'entreprise Socoma sera assez démonstratif de ça. C'est que c'est des tendances qu'on observe, mais bien évidemment, en fait, quand on modifie son organisation du travail, qu'on intègre ces nouvelles organisations du travail, notamment le télétravail, bien évidemment, ça doit être examiné au cas par cas, avec la dimension de la culture d'entreprise, le secteur d'activité, la taille, le niveau de digitalisation, tout ça impacte bien évidemment la manière dont on va structurer, organiser et déployer le télétravail dans une organisation. Ceci dit, on a quand même des constantes, et notamment quelque chose qui a beaucoup pénalisé le recours au télétravail avant la crise sanitaire en France, c'est la question du passage d'un management très présentiel à un management par objectif. Le management à la française, entre guillemets, est marqué justement par ce présentiel. Souvent, le critère d'analyse premier, c'est le temps de travail du collaborateur et l'heure à laquelle il ferme la lumière de son bureau. En fait, c'est des choses qu'on n'observe plus du tout ou très peu chez nos voisins anglo-saxons ou dans les pays scandinaves, et qui expliquent qu'on a eu beaucoup de mal à passer au télétravail avant d'y être contraint et forcé avec la crise sanitaire, et qu'on avait beaucoup de retard sur ce sujet-là par rapport à nos voisins du nord de l'Europe ou par rapport aux pays anglo-saxons. Donc, le passage au télétravail suppose de changer le mode de management et de passer à un management par objectif. Alors, le management par objectif, pour faire simple, c'est un management en fait qui responsabilise le collaborateur, qui lui fixe des missions et des objectifs qui sont partagés et clairs à court et long terme. En fait, c'est ça le principe. Ce qui compte, en fait, c'est le point d'arrivée et ce n'est pas le chemin emprunté par le collaborateur. Donc, ça suppose effectivement de modifier un petit peu la manière dont on suit les collaborateurs. Ce qu'on peut dire du moment où on est passé, où on a eu ce recours massif au télétravail avec la première période de confinement, et qui explique certainement en partie la hausse de stress, la hausse du temps de travail observée et déclarée par les managers et dont je vous parlais juste avant, c'est certainement lié à parce qu'on a voulu maintenir des modes de management assez traditionnels, alors même qu'on s'est retrouvé confronté à la distance, et notamment avec un recours massif à ce qu'on appelle le micromanagement. Donc vraiment un suivi personnalisé, individualisé, quotidien des collaborateurs de l'équipe, et qui s'est souvent traduit par de l'inefficacité, de la crispation au sein des équipes, et puis surtout l'épuisement un petit peu de tout le monde, parce qu'en permanence, ça supposait à la fois du reporting et puis du suivi quasi heure par heure des équipes. Donc bien évidemment, c'est assez éloigné des principes du management par objectif, et on voit par contre progressivement se développer ces nouveaux modes de management, constatant qu'il était très difficile de poursuivre et de maintenir ces modes de management présentiels avec la distance. Ça pose aussi la question de l'évaluation à distance, la manière dont on fait évoluer les indicateurs de performance, les indicateurs de suivi des collaborateurs et des performances de l'équipe, pour faire face à cette distance. Donc en fait,
des bonnes pratiques qu'on a pu observer dans les entreprises et qui ont fait que ça se passait mieux dans certaines équipes que dans d'autres, c'est de faire évoluer la posture du manager, en fait, qui passe d'un rôle d'encadrement pur à celle plutôt d'un coach où il va accompagner, encourager, suivre, mais avec des modes d'interaction qui sont sensiblement différentes. Et puis, un autre élément qui fonctionne assez bien et qui permet à la fois de se fixer des objectifs communs, atteignables, partagés, c'est la co-construction, en fait, des objectifs et des indicateurs d'évaluation des collaborateurs et des performances de l'équipe. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu observer et qui, en général, fonctionnent assez bien. Donc, le premier élément, c'est faire évoluer les modes de management. Un deuxième sujet sur lesquels je suis déjà revenu à plusieurs reprises, mais qui a été évoqué par Dorian Jarja précédemment, c'est la question de la cohésion du collectif, de la manière dont on lutte contre ces effets d'isolement qu'on a pu observer de manière massive avec ces nouvelles organisations du travail, et donc la manière dont le manager maintient le lien avec ses équipes. Donc bien évidemment, ça passe par des points fréquents, des points aussi qui privilégient le collectif à l'individuel, parce que sinon c'est difficilement gérable et on repasse sur ces modes de micro-management qui sont très consommateurs de temps et souvent assez inefficaces. La difficulté avec la distance, notamment quand il n'y a plus ces allers-retours, ou qu'il y a des allers-retours qui sont très rares en présentiel, c'est la manière dont on va anticiper les signaux faibles. C'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment, derrière un écran d'ordinateur par rapport à des discussions autour de la machine à café ou entre deux portes, où on peut identifier des choses qui ne sont pas forcément faciles à identifier. Donc, un des leviers, c'est souvent de recréer de l'informel. On a vu notamment dans certaines équipes où chaque matin, on prend son café à distance, mais en commun devant son écran, où on partage l'humeur du jour des différents collaborateurs de l'équipe pour essayer de prendre un petit peu la température et puis identifier si jamais il y a des problèmes qui apparaissent et pouvoir anticiper. L'autre question qui a déjà été évoquée dans la présentation précédente, c'est la question des troubles psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques qu'on commence à voir apparaître quand même de manière importante 1 an et demi après le recours massif au télétravail. Donc là, effectivement, il faut faire preuve de vigilance par rapport aux équipements qui sont disponibles à domicile et éviter que les collaborateurs qui ont des appartements petits se retrouvent à travailler sur un bout de table, voire pire, couchés dans leur lit, comme ça a pu arriver dans un certain nombre de cas. Et puis, c'est le lien aussi avec les équipes pour essayer de faire en sorte de communiquer pour faire face aux peurs qui peuvent apparaître par rapport à ces situations nouvelles. Et puis, un autre point dont on parle peu, mais qui est une vraie problématique dans les organisations, c'est quand on fait un recours massif au travail à distance, comment on intègre les nouveaux collaborateurs. Ça pose une vraie difficulté. Effectivement, quand on travaille depuis longtemps avec des collègues, on a une connaissance qui fait que la distance est gérable. Quand on intègre des nouveaux collaborateurs dans les équipes, il y a forcément une période d'adaptation et la distance n'est pas très propice à l'intégration et à l'adaptation justement des nouveaux dans leur nouvel environnement de travail. Le troisième élément qu'on observe de plus en plus, c'est l'articulation. En fait, vu qu'on a progressivement, on est revenu à quelque chose d'un petit peu plus équilibré dans la plupart des organisations entre distanciel et présentiel. En fait, on se rend compte que finalement, c'est effectivement plus efficace, mais pas forcément simple à gérer au quotidien. Et notamment quand on a une partie des équipes qui ont droit et d'autres qui n'ont pas droit, par exemple. Une partie des équipes qui sont à distance alors que d'autres sont en présentiel. Et donc, on se rend compte que c'est pas toujours facile à gérer. Je pense notamment aux réunions qui associent à la fois des personnes à distance et des personnes en présentiel. On se rend compte que c'est assez peu efficace et très compliqué à gérer. Donc, en fait,
il faut adapter les modes de communication à la distance, et ce qui passe par aussi les usages des outils. On ne fait pas la même chose avec les différents outils, et donc c'est pas la même chose de faire du chat pour générer toutes les interactions un petit peu informelles qu'on a au quotidien, par rapport à un coup de fil, par exemple, par rapport à des emails qui, au bout d'un moment, si jamais on fait un recours unique aux emails au sein de l'équipe, on peut être complètement débordé. Et puis l'intrusion parfois du téléphone. On a vu aussi le poids qu'avait pris la visio, et un recours trop massif à la visio, parfois c'est pas du tout adapté. Autant pour des réunions, des points d'équipe, c'est effectivement intéressant, ça permet de quand même se voir et détecter un petit peu les signaux faibles, même si ça n'a pas les mêmes valeurs bien évidemment qu'en présence. Mais on voit que le recours systématique à la visioconférence, et quand on passe toute la journée de réunion en réunion, c'est quand même un vrai problème. Et plus généralement, ça suppose de réfléchir aux tâches et d'adapter les environnements de travail aux tâches. C'est valable à la fois sur le site, on y reviendra un petit peu sur la question de la transformation du bureau dans ce cadre-là, mais c'est aussi valable pour les tâches qu'on pratique à domicile, à distance, versus les tâches qu'on va pratiquer au bureau. Et bien évidemment, l'idée étant d'optimiser tout ça en favorisant les tâches qui nécessitent de la concentration, plutôt quand on est dans des situations d'isolement, alors que les périodes collectives, notamment de retour au bureau, doivent bien évidemment privilégier les phases collaboratives, les phases de créativité, les phases, etc., de collaboration au sens large. Et tout ça pose la question aussi de la transformation du bureau. On a vu dans un certain nombre de cas la difficulté qu'ont les entreprises à faire revenir une partie de leurs collaborateurs, notamment quand ceux-ci considèrent que finalement ils travaillent aussi bien au domicile et qu'il y a assez peu d'intérêt à revenir au bureau. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de directions des ressources humaines qui se retrouvent confrontées à des cas au sein de leur entreprise qui ont du mal à faire revenir les gens. Et donc, ça pose aussi la question de la manière dont on réinvente le bureau, dont on adapte l'environnement, pourquoi finalement les collaborateurs reviennent au bureau. Et donc, il faut qu'il y ait des formes de complémentarité entre les usages et ce qu'on fait dans un environnement de travail, par exemple au domicile, des usages qu'on peut avoir dans des environnements intermédiaires entre le bureau et le domicile, par exemple des tiers-lieux, espaces de coworking, et puis ce qu'on vient faire au bureau avec tous les collègues, où effectivement les espaces de travail doivent aussi faciliter cette collaboration et cette créativité, avec des espaces plus ouverts, des positions debout, des outils qui permettent la créativité et la collaboration, et puis souvent aussi du mobilier modulaire qui permettent d'adapter les espaces en fonction des besoins du nombre de personnes, bref, des espaces qui sont beaucoup plus interactifs et modulables. Et puis tout ça s'appuie au-delà des espaces sur de nouvelles méthodes de travail. Je pense à des principes qui avaient commencé à irriguer un certain nombre d'organisations, mais dont on voit qu'ils se développent très fortement. Les méthodes agiles, le design thinking, qui sont des démarches qui permettent de faire de la créativité, qui permettent de travailler en équipe. Et puis pour conclure, ce que je vous avais déjà un petit peu dit en préambule, mais qui me paraît complètement fondamental, c'est que j'ai essayé de vous livrer quelques recettes un petit peu qu'on retrouve systématiquement, ou défis auxquels il faut répondre de manière systématique. Mais bien évidemment, face à ces nouvelles organisations du travail, toutes les organisations sont différentes. Et donc, ce qui est valable pour une organisation n'est pas forcément pour une autre. Et puis, ce qui est valable à l'intérieur d'une organisation entre collaborateurs n'est pas forcément toujours identique. Donc, c'est quand même c'est une des difficultés, mais en même temps, c'est un fil très intéressant à tirer pour adapter les pratiques, les méthodes de travail en fonction de la culture d'entreprise, de son métier, du climat social, de la manière dont on interagit. Et puis, il faut aussi se poser la question de la manière dont on gère les différences entre les collaborateurs,
J'évoquais notamment le cas qu'on retrouve beaucoup dans le monde industriel, entre les collaborateurs qui bénéficient du télétravail et ceux qui ne sont pas éligibles et qui posent parfois un certain nombre de tensions quand ce n'est pas traité. Merci beaucoup, Franck. C'était passionnant. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation avant notre troisième intervenant puisse prendre la parole? Visiblement non. Eh bien, écoute, Sébastien, maintenant que le son est revenu, tu as la parole. Bonjour à tous, je suis désolé pour tout à l'heure, j'avais quelques problèmes de connexion de micro. Merci à Dorian, Alexandre et à Franck pour une brillante présentation de comment il faut faire. Tout a été dit, alors je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire maintenant, mais je vais quand même essayer de vous faire partager l'expérience que nous on a vécue dans l'entreprise. Comme l'a dit Franck en conclusion, effectivement, ce qui marche chez nous ne marchera pas ailleurs. Et je rajouterai même quelque chose qui marchait il y a un an ne fonctionne pas forcément aujourd'hui de la même façon. Donc, effectivement, ça demande une agilité permanente et des modifications de processus, même d'avenants de contrat de travail pour s'adapter au mieux à la situation des uns et des autres, parce que c'est un peu ce que j'ai voulu dans l'entreprise. Je reprendrai juste pour commencer une phrase d'Alexandre qui, un brin provocateur, disait le télétravail ne change rien. Je suis tout à fait d'accord. Et là, il y aurait deux suites qu'on pourrait donner à cette phrase. C'est celui qui n'y croit pas vous dira le télétravail ne change rien, donc c'est pas la peine d'en faire. Et moi qui y crois, je vous dirais c'est justement parce que le télétravail ne change rien qu'il faut en faire. Voilà, donc c'est un peu mon propos en préambule. L'année dernière, au mois de mars, quand notre chef des armées nous a expliqué qu'on était en guerre, on a bien compris que l'ensemble des managers, il va falloir se débrouiller avec ce qu'on avait sous la main pour emmener nos équipes quelque part, on ne sait pas trop où, mais qu'il fallait qu'on arrive à se sortir un petit peu tout seul de la situation. Donc, postérieurement à l'intervention de notre président, le vendredi qui précédait, nous, on avait déjà fait le choix, en fait, d'envoyer tout le monde, c'est-à-dire tout le personnel qui, globalement, travaillait avec un ordinateur, hein, tout simplement, en télétravail chez soi, parce qu'on sentait le coup du confinement qui était en train de se présenter. Et donc, le vendredi, en l'espace de 4 heures, on a vu tout le monde, et tout le monde est parti en fin de journée avec son ordinateur sous le bras. Alors, forcément, hein, c'était pas des ordinateurs portables, c'était pas fait pour ça. C'était des unités centrales, des écrans, quelques documents, et tout le monde s'est barré à la maison pour commencer à faire du télétravail. Donc, ça sentait un petit peu l'improvisation, mais pas complètement quand même. Parce que si je remonte un petit peu plus en avant dans l'histoire de l'entreprise, je vais remonter en 2017, alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un résumé des 10 dernières années de l'entreprise, mais en tout cas en 2017, j'ai lancé l'entreprise dans une norme. On était obligé d'avoir une norme de notre métier. Je n'ai pas précisé, Socoma est une entreprise de charpente métallique dans le bâtiment. Et on avait un cadre normatif à respecter. Et dans ce cadre-là, j'ai lancé tout un tas de procédures et j'ai dû m'y prendre comme un manche. Et je me suis affronté à la résistance au changement qu'on connaît tous, qu'on a tous vécu et que nous-mêmes on ressent par moments, avec la démission en l'espace de 3 semaines de l'ensemble de mon encadrement. Donc je me suis retrouvé tout seul. Et il a fallu, le temps de reconstituer une équipe, qu'on soit un petit peu agile avec ce qui me restait. Et du coup, il fallait que je sois partout et nulle part en même temps, ce qui est très compliqué à réaliser. Donc, on a lancé assez massivement, et je pense que c'est de toute façon la première étape dans le télétravail, la numérisation de l'entreprise. Donc, on a choisi un support. Alors, le support, c'est Google, hein, tout simplement. Donc, bien évidemment, je ne conseille pas aux avocats, aux comptables et à tous les gens qui ont des activités qui pourraient être en concurrence avec les Américains de faire ce genre de choses. Mais bon, nous, en charpente métallique, il n'y a pas grand-chose à développer, surtout à notre niveau.
Donc, on a fait le choix, effectivement, de livrer l'ensemble de nos magnifiques connaissances à Google. Si ça les intéresse de les lire, écoutez, au moins ils apprendront ce qu'on fait, et s'ils sont contents, je m'en porte très bien. En attendant, on a créé une architecture à travers différents comptes qui nous permet aujourd'hui d'avoir la protection de nos données, puisque l'ensemble de notre architecture et de nos documents sont bâtis sur en fait, le partage des liens hypertextes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça c'est un autre sujet. Mais globalement aujourd'hui, on a créé tout ça, et dans un premier temps, je l'ai fait pour moi, parce qu'il fallait que je sois à des réunions de chantier, il fallait que je sois à l'atelier, il fallait que je sois au bureau d'études, il fallait que je sois en train d'acheter des matériaux, etc. en même temps. Donc les journées étaient longues, et il fallait que je puisse travailler chez moi le samedi, le dimanche, la nuit, entre deux rendez-vous, dans la voiture, etc. Donc je dirais, on a commencé comme ça. On a reconstitué une équipe, bien évidemment. D'ailleurs, il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus, finalement. Au fur et à mesure, jusqu'à la fin 2019, les outils que j'avais créés pour moi à la base, mes collaborateurs m'ont dit, mais c'est pas mal votre truc, c'est pas mal votre truc. Donc du coup, je l'ai partagé, ils l'utilisaient, on a amélioré des choses en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire, etc., etc. Et au final, je me rends compte aujourd'hui, sans m'en rendre compte, bien évidemment, on faisait déjà du télétravail, mais au bureau. Donc finalement, au moment où il a fallu partir en confinement, l'ensemble du personnel s'est déplacé géographiquement. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils sont connectés à leur compte Google et l'ensemble de l'entreprise étant numérisé, ils ont eu accès à l'ensemble des informations qui étaient nécessaires. Sauf une personne. Je suis désolé si dans l'audience il y a des comptables, mais un comptable, et j'adore les comptables, aime bien travailler avec du papier et avec beaucoup de papier. Donc ma comptable, que j'adore, qui était certainement mon plus gros poste de dépense en impression, m'a dit, oh mon Dieu Sébastien, je pars. Ah, je vois qu'il y a des gens qui arrivent pour écouter, il va y avoir les comptables. Je pars, mais jamais je vais arriver à faire tout ce que j'ai à faire. J'ai les traites à faire, j'ai les fournisseurs à payer, j'ai les payes à faire. Bon, je vais expliquer que les payes, c'était pas grave si elle les faisait pas. Voilà. Donc elle est partie. Et effectivement, dans les premiers jours, puisque moi, physiquement, j'étais quand même obligé de rester dans l'entreprise, je ne pouvais pas me permettre de faire du télétravail. Dans les premiers jours, je l'ai vu beaucoup faire des allers-retours entre chez elle et ici pour récupérer un classeur, imprimer un truc, etc., etc., etc. Au bout de 15 jours, elle m'a dit, écoutez, je ne pensais pas que je puisse faire tout ça de chez moi. Donc, naturellement, elle s'est adaptée et je pense qu'aussi, il fallait le coup de pouce, entre guillemets, si je peux dire ça, de la pandémie, pour lutter contre certaines résistances au changement. Donc ça, c'est mon exemple le plus extraordinaire de ce qui s'est passé. En l'espace de 15 jours, j'ai une personne qui ne voulait pas entendre parler de télétravail, qui ne voulait pas entendre parler de travailler chez elle, qui voulait que du papier, que du papier, que du papier, alors que nos fournisseurs, ça fait déjà 3-4 ans qu'on leur interdit de nous envoyer des factures papier. On a généré une adresse avec un logiciel qui traite toutes nos factures, etc., etc. Donc tout est géré informatiquement, relié par notre acheteuse. Enfin bon, tout le circuit, on va dire, physique a été numérisé. Mais elle est bloquée. Donc, il faut avoir la patience et le temps. Jusqu'à présent, je suis toujours arrivé à mes fins. Je dirais que là, pour le coup, le Covid m'a un petit peu aidé. Voilà. Donc, tout ça, ça s'est fait. Je pense aussi à un autre exemple, à un dessinateur, comme le disait et le soulignait Franck tout à l'heure. C'est vrai que dans le premier confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la maison, à travailler avec leurs enfants. Bon. Visiblement, c'est pas simple. J'ai un dessinateur qui s'est organisé, c'est-à-dire qu'il s'est levé un peu plus tôt le matin et il s'est organisé autour de ses enfants. C'est-à-dire que à 7h, il les faisait petit déjeuner, à 8h, il les emmenait à l'école, il retravaillait après derrière jusqu'à 11h30, il les récupérait, il les faisait manger, il les ramenait à l'école. Et globalement, sa journée, effectivement, elle s'étalait sur plus longtemps, mais au milieu de tout ça, il arrivait à glisser sa vie de famille dedans et c'était, je trouve, ce qui était intéressant, dans l'idée du télétravail. Parce que c'est aussi comme ça, après le premier confinement, que le gouvernement a autorisé les salariés à revenir dans l'entreprise, que j'ai posé une question à tous les télétravailleurs en disant, bon, maintenant, que fait-on? Et là, ils m'ont regardé un peu interloqué en disant, mais c'est-à-dire, on revient travailler du coup? Je sais pas. On peut peut-être continuer comme ça. Ça fait 3 mois, 4 mois qu'on bosse comme ça.
on a, contrairement à 80% des entreprises du bâtiment en France, 0 heure de chômage partiel. Donc on a continué notre activité pendant toute la période de confinement, de la pandémie. On ne s'est jamais arrêté, on a toujours trouvé des solutions. Ça nous a coûté, hein, en particulier mon personnel de chantier. Mon personnel de chantier, on s'est débrouillé pour ce qu'ils aient chacun une voiture pour aller sur le chantier. Ça nous a coûté, mais on a fait en sorte que ça puisse fonctionner parce qu'il me semblait qu'arrêter un paquebot, c'était compliqué. Et les derniers qui ont essayé de le faire, ils étaient à bord du Titanic et ils ont coulé derrière. Donc je ne me voyais pas en train de faire ça. Donc on a continué et on s'est dit, bah voilà, pendant les 3-4 mois, en faisant un petit peu avec des bouts de ficelle et un peu de l'improvisation, hein, même si elle n'était pas totale, je vous ai expliqué pourquoi, on avait déjà numérisé l'entreprise, et on s'est dit, pourquoi, comme on est parti sur cette lancée, pourquoi on n'ouvrirait pas cette possibilité aux salariés qui avaient la possibilité de le faire. Donc globalement, on s'est dit, allez banco, on y va. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est ce que disait aussi Franck tout à l'heure. On a co-construit. Enfin, je dirais, ils ont co-construit. Moi, j'ai pas voulu mettre mon nez au milieu. Alors, c'est vrai que je suis passé un peu pour un punk, mais je leur ai donné 2-3 choses sur lesquelles je ne voulais pas transiger. Okay, en particulier, c'était on définit, et Dorian et Alexandre dit tout à l'heure, on définit des heures de travail. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit, qui que ce soit qui commence à travailler le week-end, qui commence à travailler la nuit, qui se dit tiens, je ne vais pas travailler cet après-midi, je rattraperai ce soir, etc. C'est hors de question. Hein. Deuxième chose, je vous demande d'être présent dans l'entreprise à minima 2 jours par semaine. Je leur ai fixé ces 2 conditions. Et après, je leur ai dit, vous montez un groupe de travail et vous me faites une charte du télétravailleur. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont co-construit cette charte-là. Je leur ai laissé libre accès. Chacun a choisi ses horaires de travail. Chacun a choisi ses jours de présence dans l'entreprise. Moi, je n'ai pas voulu intervenir là-dedans. Et je suis allé plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télétravail, là aussi, comme Alexandre, je vais être un peu provocateur, le télétravail n'est pas mis en place chez moi. C'est une possibilité des salariés qui ont la capacité de venir travailler dans l'entreprise ou de travailler chez eux comme ils le souhaitent. Dans un cadre, évidemment, des horaires, des jours, etc., mais comme ils le souhaitent. J'ai des gens qui me disent, moi je vais commencer à bosser à 7 heures, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans l'entreprise, mais par contre je ne serai pas disponible de 8h30 à 9h parce que j'emmène mes enfants à l'école. Ok, pas de souci. Donc entre 8h30 et 9h, vous n'êtes pas joignable. Il n'y a pas de problème, c'est carré, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas voulu transiger. Il y a d'autres sujets, parce que bien évidemment, je me suis fait après accompagner par notre conseiller juridique, parce qu'après, j'ai eu des choses un peu délirantes, surtout venant de salariés, mais bon, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que tous les syndicats auraient accepté ce genre de choses, donc il fallait aussi quand même les cadrer dans un cadre législatif et légal, donc il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Voilà comment on a co-construit le truc et comment on a débuté le télétravail. Alors bien évidemment, hein, qui dit possibilité de travailler ou à la maison ou ici, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les outils. Et les outils, on a acheté beaucoup d'ordinateurs portables, on a acheté beaucoup d'écrans, on a acheté beaucoup de webcams, on a un truc qu'on n'avait pas fait, mais digitaliser en catastrophe les lignes de téléphone, c'est-à-dire qu'en fait un salarié, il peut être chez lui ou dans l'entreprise, il reçoit ses coups de fil sur son ordinateur. Okay, donc ça, c'était une obligation. C'est une obligation aussi, sinon ça ne fonctionne pas, s'ils n'ont pas les outils, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent travailler chez eux, travailler dans l'entreprise, et je dirais même travailler à la plage, travailler en montagne, à partir du moment où ils ont une connexion Internet. Bon. Là, on touche à un autre sujet sur lequel on a parlé. Ça n'a pas été dit dans les propos des précédents intervenants, c'est le droit à la déconnexion. Alors, le droit à la déconnexion, la première réaction des chefs d'entreprise que j'ai eue, ça a été évidemment, comme on le disait, on a une vision très judéo-chrétienne du travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le travail, ça ne se fait pas dans la douleur, dans la souffrance et dans le sang, c'est douteux en France. C'est douteux. Donc un salarié qui serait bien confortablement chez lui, il ne peut pas faire correctement du boulot. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça a été ma première réaction. Sauf qu'aujourd'hui, je ne me bats pas pour savoir si mes salariés y travaillent.
ceux qui sont en télétravail, bien évidemment. Je me bats surtout pour qu'ils arrêtent de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours envoyé des mails les soirs, les samedis, les dimanches, la nuit, quand ça me passe par la tête. J'ai toujours fait parce que je n'attendais pas de réponse. Sauf que maintenant, j'en ai. Maintenant, j'en ai. J'en ai le soir, j'en ai le week-end, j'en ai pendant les vacances. Donc là, c'est un vrai problème pour moi parce que du coup, on se fixe un cadre, donc je suis obligé de les rappeler à l'ordre, bien évidemment. Ce qui fait que j'ai été obligé moi-même de changer ma façon de travailler, c'est-à-dire que maintenant, quand je fais un mail dans mes insomnies nocturnes, il y a un petit truc sur Google qui vous permet d'envoyer le mail qu'à partir de 8 heures, donc je programme l'envoi du mail, quoi, juste pour pas être sûr de ne pas avoir de réponse et pas perturber éventuellement un salarié qui, pour bien faire, aurait mis sa connexion Google sur son téléphone perso sans qu'évidemment je ne lui demande quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Et pour tout vous dire, le salarié dont je vous parlais tout à l'heure, qui a organisé dans un premier temps autour de ses enfants, d'emmener ses enfants à l'école, de les faire manger à midi, etc., et ben, au bout d'un an, il est venu me voir, il m'a dit, Sébastien, je vais arrêter de faire du télétravail parce que je n'arrive pas à me réguler. Donc il a besoin de ce cadre physique pour se réguler. Donc il est passé de 3 jours de télétravail à 1 journée de télétravail et le reste du temps, il est dans l'entreprise. Donc c'est ce choix-là aussi que je fais. Si je peux vous conseiller un truc, si vous faites du télétravail, c'est évidemment de formaliser à travers, moi j'ai choisi de faire un avenant au contrat de travail, et j'ai fait effectivement, il me semble, c'est Alexandre qui le disait tout à l'heure, le télétravail en soi n'existe pas. C'est les télétravailleurs qui existent. Et j'ai souhaité que le télétravail soit mis en place dans l'entreprise en prenant chaque situation particulière. Tous les télétravailleurs n'ont pas la même motivation pour faire du télétravail. Il y a des gens qui vont être intéressés à un moment de leur vie parce qu'ils ont des problèmes de garde d'enfants ou ça leur permet, allons jusqu'au bout, de faire des économies sur les gardes d'enfants. Pourquoi pas? Entendons-le, ça peut s'entendre, ça, et acceptons-le aussi surtout. Et ensuite, derrière, il peut y avoir des gens qui habitent à une demi-heure de route et pour lesquels ça fait gagner quand même 1 heure de route, 1 heure de trajet, moins de fatigue, moins de gasoil, moins d'usure des pneus, etc., etc. Donc, il y a aussi un intérêt. Donc, il faut écouter chaque salarié, comprendre parfaitement ses motivations, de telle façon à lui faire du sur-mesure. Aujourd'hui, on customise tout. On customise des voitures, on customise des baskets, etc. Pourquoi on ne customiserait pas le travail et la journée ou la semaine d'un salarié? Il ne faut pas s'interdire aujourd'hui. En plus de ça, je ne vous cache pas que nous, on est basé à Aurec-sur-Loire. Aurec-sur-Loire, c'est super joli. C'est en Haute-Loire, en Auvergne. C'est super mignon. Mais je vous avoue que ça ne fait pas kiffer le petit jeune talent qui vient juste d'être diplômé et qui sort de Lyon, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui permet aussi, on n'en a pas parlé aussi, de travailler un petit peu sur votre marque employeur, de telle façon à dire, regardez, nous on est entre guillemets au fin fond de la Cambrousse, désolé pour ceux qui adorent la Haute-Loire et Aurec-sur-Loire s'il y en a, mais j'adore aussi, mais la réalité géographique des choses, elle est là, elle est là. Donc à un moment donné, si regardez, on est peut-être au fin fond de la Cambrousse, mais on a quand même la possibilité de faire des choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Donc surtout, pas d'obligation de faire du télétravail. C'est pour ça aussi que ce côté-là, je ne sais pas si je suis dans les clous, les avocats ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je ne suis pas dans les clous. Moi, je n'ai pas de discussion autour de payer quoi que ce soit à un télétravailleur. Si ça ne lui va pas et si ça consomme et s'il juge que ça lui coûte trop cher, il revient travailler dans l'entreprise. Ça ne me gêne pas, j'ai des bureaux, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Donc on a balayé ce sujet-là. Donc numérisation, comme je vous le disais, et puis confiance. Franck le disait aussi tout à l'heure, moi j'ai jamais eu une vision du travail sur du temps de travail. J'ai toujours eu la vision du travail comme étant un objectif à atteindre. Et les missions qu'on a données régulièrement aux gens qui travaillaient au bureau d'études ou à ma comptable ou à mon acheteuse, etc., ça a toujours été des missions qui étaient faisables dans le temps qui leur était imparti. Donc aujourd'hui, il n'y aurait pas de raison que ça diffère par rapport à ça. Donc beaucoup de confiance. Et je crois qu'en plus, les télétravailleurs et l'erreur qui a peut-être été faite effectivement par beaucoup de managers, ça a été de se dire « Ah mon Dieu, je ne les ai pas sous la main, ils foutent rien ». J'ai participé à une réunion avec notre président de région. Je ne vous cache pas que j'étais particulièrement choqué de propos qui l'ont amené à dire que, comme vous l'avez certainement déjà entendu, le télétravail pour les salariés, c'était surtout la télé. Ce qui n'est pas vrai. Alors je ne dis pas que dans l'eau, il n'y en a pas, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est certainement pas la vérité. Donc c'est sûr que si on commence quelque chose comme ça en donnant de l'autonomie aux gens et finalement en leur retirant tout de suite,
en voulant les contrôler, comme le disait Franck tout à l'heure, heure par heure, jour par jour, etc., ça ne peut pas fonctionner. Non, au contraire, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai souhaité, déjà, que le pointage, par exemple, au bureau d'études, continue. C'est-à-dire les gens continuent à pointer leurs heures tous les jours, etc. Donc ça, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Et puis, j'ai souhaité, après, derrière, qu'on mette en place un outil de communication, parce qu'on se rend compte que, finalement, il y avait beaucoup de communication informelle qui se faisait aussi dans l'entreprise. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On se croise dans l'encadrement de la porte, on se dit des choses, on les oublie aussi de temps en temps. Donc, ah mince, c'est vrai que tu me l'avais dit, j'ai oublié. Bon, d'accord, ok. Et finalement, je ne m'étais pas rendu compte de la masse d'informations qui étaient échangées de façon informelle. Et finalement, on se rend compte qu'on est dans un monde d'ultra-communication qui part dans tous les sens, etc., 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 en particulier grâce à ces petits machins qui nous pourrissent la vie. Donc, en fait, j'ai souhaité qu'on mette en place un outil qui fasse que toute l'information soit centralisée et qu'elle soit diffusée aux personnes concernées à la fin de la journée à travers un mail. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, on a un outil qui génère un mail avec toutes les informations concernant la personne, et ce mail, il est lu le lendemain matin par le salarié. Donc ça aussi, un outil qu'on a développé pour avoir cette maîtrise et ce contrôle de l'information qui, plus est aujourd'hui, est noté quelque part, enregistré, archivé, et de telle façon à ce qu'on n'ait plus ces problèmes et ces oublis qu'on avait avant. Voilà. Autre avantage aussi, au télétravail pour l'entreprise, parce que pour l'instant, je vous ai beaucoup parlé d'avantages pour les salariés. Et finalement, pour l'entreprise, il y a quoi? On a peur, hein, chef d'entreprise, wow, j'ai plus mes salariés, j'ai plus mon troupeau sous la main, ça va mal se passer, etc., etc. Je vais vous donner 2 exemples d'intérêt aussi, et je trouve en plus qu'au-delà de l'entreprise, ça a un vrai intérêt pour les dépenses publiques. Les salariés qui sont en arrêt maladie. J'ai le cas l'année dernière d'une salariée qui s'est bousillé les ligaments croisés, opération, et derrière opération, 1 mois de convalescence, et derrière 2 ou 3 mois de rééducation chez le kiné. Bon. Manque de peau, elle s'est retrouvée à faire sa rééducation en plein confinement, avec, comme on a eu la brillante idée encore, de créer des gens qui finalement étaient peut-être pas utiles, hein, essentiels, comme on a dit. Donc finalement, les kinés, c'était pas hyper essentiel. Donc du coup, elle n'a pas pu faire sa rééducation comme elle devait le faire. Et au moment de reprendre le travail, et ben, du coup, elle a eu une prolongation de son arrêt maladie d'1 mois pour terminer sa convalescence, qui était tout à fait normale. Donc on a convenu et on a mis en place ça en l'espace de 2 jours, et avec l'accord du médecin du travail, de lui faire attaquer le boulot avec une obligation, c'est que les moments où elle devait partir pour faire sa rééducation, elle était forcément libre. Le reste du temps, ben, elle travaillait en télétravail, tout simplement. Donc elle a repris plus tôt, et donc du coup, ben, nous on a pu faire, on a eu besoin d'elle aussi, on en avait bien besoin, on a pu faire ça. Donc aussi, il y a quand même des possibilités qui laissent aussi la capacité de reprendre le travail de façon anticipée. Excusez-moi. Et l'exemple que je vais vivre d'ici une semaine, c'est ma collaboratrice qui, a 2-3 ans, s'est pété la cheville quand elle s'est baladée le week-end. Et là, elle doit se faire enlever des vis et des plaques dans la cheville qui la gênent, etc., etc. Donc, elle est opérée en ambulatoire dans la journée, pour être précis, le 22 septembre. Et le 23, elle ne sera pas physiquement dans l'entreprise, parce qu'elle ne peut pas conduire, elle ne pourra pas se rendre dans l'entreprise, mais elle sera chez elle à travailler. Et notez juste un truc, je n'ai rien demandé. Rien du tout. Elle a fait ça toute seule. Ce qui prouve juste quand même, si on doit répondre aux gens qui sont contre le télétravail parce qu'effectivement on n'aurait pas confiance en nos salariés, c'est que s'il vous plaît, accordons-leur une chose, c'est laissons-leur la présomption d'avoir dans la tête une conscience professionnelle. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Alors bien sûr, la confiance n'empêche pas le contrôle. Mais partons déjà de ce postulat-là. Et si vous devez mettre en place du télétravail, comme dirait Yoda à Luke Skywalker, tu fais ou tu fais pas. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas de plan B là-dessus. Il faut y aller. On fait confiance ou on ne fait pas confiance. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, globalement, il est 12:02, je vais peut-être m'arrêter pour laisser la parole à Thibaut. J'ai juste un truc pour rebondir sur ce que disait Alexandre tout à l'heure,
Si vous devez faire des avenants au contrat de travail, n'oubliez pas aussi de rajouter, au milieu de tout ce qu'il vous a dit, effectivement, qu'il faut faire, de bien faire préciser que le salarié vous confirme que son système électrique est aux normes. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. C'était passionnant également. Ces exemples étaient retours d'expérience. On a bien compris, via tes citations de Yoda et les Lego Star Wars derrière toi, qu'il y avait une passion là. Merci beaucoup, en tout cas. C'était vraiment passionnant. Est-ce que, justement, cette intervention, enfin, ces interventions, puisqu'on arrive à la fin du temps, voilà, suscite des questions. Est-ce que vous souhaitez réagir sur telle ou telle intervention? Je sais qu'il est déjà midi, mais voilà, si vous avez des réactions à chaud, n'hésitez pas. De toute façon, vous pourrez également me questionner par mail, puisque vous avez mon adresse, si vous avez voilà, après coup, après le déjeuner, par exemple, des questions qui vous viennent. Hein. Mais voilà, si vous avez des questions à chaud, n'hésitez pas à les poser. Il ne me semble pas. Donc, tout le monde a un peu faim. En tout cas, merci, merci déjà aux intervenants d'avoir fourni ce contenu. C'était passionnant, c'était clair. Et puis, je pense que ça a tout à fait répondu à la problématique qui était initialement posée pour ce webinaire. Merci beaucoup aussi à tous les participants qui sont restés avec nous là pendant 2 heures. Et si vous avez, voilà, je le répète, hein, des questions, si vous souhaitez revenir sur un sujet, vous n'hésitez pas à me solliciter. Alors, j'ai eu la question sur les supports de présentation. Est-ce qu'ils peuvent être partagés ou pas? Oui, avec grand plaisir. D'accord, très bien. Comme ça, je pourrais faire le nécessaire. Merci encore à toutes et à tous. C'est le moment de, voilà, c'est la fin. Je vais libérer tout le monde pour aller déjeuner. Bon, même si on n'a pas pu échanger tous ensemble, voilà, moi je reste à votre disposition également si vous souhaitez échanger. Vous avez les coordonnées via le mail que je vous ai envoyé téléphonique. Et je vous solliciterai également pour le prochain webinaire qui sera le mois prochain, à la fin du mois prochain, vraisemblablement. Et donc, vous recevrez également une invitation pour ce webinaire. Voilà. Merci à tous, merci à toutes et passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.